On est toujours ensemble sur Médian TV. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Oumar Baldé. Bonjour Oumar. Bonjour Pape Cheikh. Et ce matin, vous vous intéressez au conflit dans le Tigré en Éthiopie. Effectivement, ce matin, on s'intéresse donc à l'Éthiopie. Malheureusement, l'Éthiopie nous avait habitués à une meilleure actualité, c'est-à-dire des taux de croissance. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'un conflit qui a éclaté il y a quelques jours. Juste après l'opération lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Exactement, les forces du gouvernement central d'Addis Abeba. Donc on s'y intéresse avec notre invité, qui est Henri Nzouzi, qui nous rejoindra depuis Kinshasa. Et c'est parti pour l'invité de la matinale. Bonjour à tous et bienvenue sur Médian TV. On savait que les relations étaient tendues entre le pouvoir central à Addis Abeba et certaines de ces régions à l'instar de l'Oromia. On savait aussi que depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, les tensions se sont accrues avec les membres de l'ethnie des Tigréens, qui ont presque toujours joué les premiers rôles dans ce pays de plus de 100 millions d'habitants, deuxième puissance démographique du continent derrière le Nigeria. Mais ce qui a surpris plus d'un, c'est l'éclatement subit des hostilités au Tigré. Cette région située dans le nord de l'Éthiopie, à la frontière avec l'Érythrée et le Soudan. Voilà 2 semaines que les forces gouvernementales éthiopiennes affrontent dissidents du Tigré. Aujourd'hui, chacun revendique la victoire alors que l'afflux des réfugiés se poursuit. Et pour en parler, mieux comprendre ce conflit, nous avons le plaisir de recevoir avec nous l'analyste politique Henri Nzouzi. Il est avec nous depuis Kinshasa. Il est également producteur associé du JT diplomatique. Bonjour Henri Nzouzi. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs de Mediwan TV. Bienvenue sur Mediwan TV Afrique. Alors, la première question, essayons d'abord de comprendre les origines de ce conflit. Quelles en sont les causes ou les origines lointaines ou peut-être plus récentes? Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler déjà, c'est que les Tigréens représentent 6% de la population éthiopienne. Cela ne les a pas en tout cas empêchés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de jouer les premiers rôles, et cependant près de 30 ans, occupant les postes les plus importants à la fois dans l'appareil sécuritaire et politique éthiopien. L'arrivée au pouvoir de Abiy Ahmed en 2018 a été le début d'une forme de disgrâce, puisque ce dernier a d'abord entrepris de fusionner tous les partis ethno-régionaux qui appartenaient au parti principal, simplement parce qu'il faut quand même savoir que nous avons à la fois les Amaras, les Oromos, d'où est issu le Premier ministre, ainsi que les Tigréens et les peuples du Sud. Lorsque cette fusion des partis a été engagée au sein du Parti de la Prospérité, eh bien, les Tigréens se sont désolidarisés et donc ont préféré faire cavalier seul. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est lorsque, au mois d'août de cette année, les élections législatives ont été reportées à cause de la pandémie du Covid-19. Cela était, je dirais, l'argument qui a véritablement fait déborder l'eau, enfin le vase, puisque les Tigréens ont estimé qu'il était dans leur devoir d'organiser le scrutin, ce qu'ils ont fait. La réaction de Addis Abeba ne s'est pas faite à temps, puisqu'il s'agissait de rétablir l'autorité de l'État. À cela a suivi bien évidemment un certain nombre de sanctions économiques qui ont été adoptées par Addis Abeba à l'encontre de la province dissidente. Et le 4 novembre, eh bien, il y a eu une attaque menée contre une base militaire par les troupes tigréennes, ce qui nous donne la situation actuelle. La suite, vous la connaissez. Excellent. Alors, se pose une question aujourd'hui. On savait que l'Éthiopie avait un problème avec certaines ethnies, les Oromoens notamment, l'ethnie Oromo, je veux dire. Aujourd'hui, ce sont les Tigréens. Alors, quelles sont les particularités des Tigréens dans la démographie éthiopienne, que l'on sait très complexe au passage? Alors,
Alors, 6% de la population, c'est une première chose, donc une minorité qui a toujours été associée au pouvoir, raison pour laquelle, pendant près de 30 ans, justement, elle a su tirer son épingle du jeu en étant représentée au plus haut niveau de l'appareil sécuritaire et politique. Simplement, il faut aussi rappeler que pendant le conflit avec l'Érythrée, et ça c'est le point de vue évidemment de Asmara, les Tigréens se sont montrés les plus actifs. Et par conséquent, lorsque l'accord de paix a été signé en 2018 entre Addis Abeba et Asmara, eh bien, les Tigréens se sont sentis marginalisés puisqu'il y avait une volonté d'Addis Abeba de pouvoir, disons, effacer ce souvenir difficile. Et petit à petit, c'est vrai, petit à petit, on a vu progressivement les plus hauts cadres tigréens, je dirais, mis à l'écart, parce qu'on leur reprochait pendant les périodes passées d'avoir soit été impliqués dans des violences, notamment en matière de violation des droits de l'homme, ou alors dans des faits de corruption. Ce qui fait que ces derniers mois, on a vu un certain nombre de responsables tigréens qui ont été remerciés. Ils se sont tous repliés à Mekele, dans la capitale régionale, à partir de laquelle, vous le savez maintenant, ils mènent une résistance et une opposition à Addis Abeba. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le report des législatives à cause de la pandémie a été l'une des causes de déclenchement de ces combats. Mais autre facteur peut-être, pourquoi ces dissidences-là maintenant? Alors, la première réaction des Tigréens à l'annonce du report du scrutin législatif a été d'organiser lui-même le scrutin. Et donc, vis-à-vis de Addis Abeba, il faut rappeler que l'Éthiopie est un État fédéral, et vous avez 10 régions qui sont, je dirais, semi-autonomes, et il se trouve que la Tigrée est la seule qui a décidé de ne pas respecter les consignes qui avaient été avancées, mais vous avez aussi d'autres raisons beaucoup plus profondes, parce qu'il faut savoir que sur le plan économique notamment, il y a un certain nombre d'entreprises internationales qui ont manifesté un intérêt certain pour cette région, et lorsque les premiers problèmes sont survenus, eh bien Addis Abeba n'a pas hésité à sanctionner ces entreprises ou tout simplement à couper les aides qui étaient destinées vers la Tigrée. Alors, on savait aussi que, comme je le disais dans mon introduction, l'Oromia était en ébullition. D'ailleurs, cela a conduit à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed. Cela dit, comment le reste de la population éthiopienne, et je le rappelle, l'Éthiopie est un pays assez melting pot, en tout cas très diversifié sur le plan ethnique, avec plus de 100 millions d'habitants. Comment le reste des ethnies, comment le reste de la population éthiopienne observe ce conflit aujourd'hui? Alors, avec énormément d'inquiétude, parce que, vous le savez, l'Éthiopie est un pays qui a connu énormément de crises et de drames dans le passé. Aujourd'hui, on cite l'Éthiopie parmi les pays africains qui ont le taux de croissance le plus important. Et aujourd'hui, tous ces efforts sont menacés à cause précisément de ce conflit. Donc, il y a à la fois un mélange de très très forte inquiétude qui met à mal l'unité du peuple éthiopien, avec évidemment le spectre d'un retour à la guerre, cette fois-ci à un niveau beaucoup plus important, puisque l'Érythrée qui a justement signé cet accord de paix avec l'Éthiopie a été, il y a de cela quelques jours, victime de bombardements, notamment à l'aéroport d'Asmara, ce qui fait craindre effectivement une internationalisation du conflit qui inquiète au plus haut point la population éthiopienne qui n'aspire qu'à une chose, à la paix et à la prospérité. Alors, pas mal de médiations ont été lancées. On cite notamment celle annoncée lundi dernier par le président de l'Ouganda, donc Yoweri Museveni. Alors, autre médiation annoncée, celle de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Quelles sont les chances de réussite de ces médiations aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut d'emblée déjà dire, et de manière très claire, c'est que Addis Abeba n'est pas du tout favorable à une médiation. Pour une raison très simple, c'est qu'une médiation serait, selon Addis Abeba, non seulement une prime
à l'impunité, mais aussi une prime à l'indiscipline. Donc ce serait en fait valider, je dirais, l'attitude de la Tigré. Et donc, ça pose un problème. Donc, de ce point de vue-là, Addis Abeba est très clair. Il n'y aura de négociation que s'il y a une victoire militaire à la clé. D'un autre côté, il faut craindre une internationalisation du conflit. Je rappelle que même si l'Érythrée officiellement n'a pas encore réagi à ces attaques, il y a déjà des mouvements très importants de population, notamment vers le Soudan voisin, ce qui pose aussi un autre problème d'ordre sécuritaire, parce que vous avez ce flux de réfugiés qui crée une situation humanitaire importante. Et je pense que si négociation il y a dans un premier temps, si médiation il y a, ce sera d'abord et surtout pour sécuriser au maximum des zones qui sont potentiellement ciblées. Mais pour ce qui est de la suite, Addis Abeba reste extrêmement ferme dans sa stratégie. Elle ne négociera que si elle a une victoire militaire. Est-ce qu'on ne court pas dans ce cas, si le conflit perdure, est-ce que l'Éthiopie ne court pas le risque d'une partition aujourd'hui? Alors, vous venez de donner le mot, de citer le mot que tout le monde craint, évidemment, depuis un certain temps, pour que les gens puissent comprendre vraiment de quoi il s'agit. C'est que même si les Tigréens ne représentent que 6% de la population, il faut savoir que près de 250 000 hommes, et là je prends également les milices, les réservistes et les troupes spéciales, sont actuellement basés sur le sol tigréen. En face, l'armée éthiopienne peut compter sur environ 150 000 hommes en ajoutant les réservistes et les forces diverses. Donc, cette situation a été créée par le simple fait que la Tigré partage une frontière avec l'Érythrée et que pendant la guerre, le plus fort des troupes éthiopiennes était concentré dans cette zone-là. Et donc, un des héritages de ce conflit, ça a été effectivement que tout le matériel lourd est resté, je dirais, entreposé. Et aujourd'hui, eh bien, ce matériel est à la disposition du Front populaire de libération du Tigré, qui peut utiliser cela comme un moyen de pression pour faire brandir, ou en tout cas planer le spectre d'une guerre totale. Et là, effectivement, nous allons au-devant de sérieuses difficultés. Alors, autre risque aussi, c'est celui d'un embrasement régional. On a vu qu'il y a aujourd'hui plus de 36 000 réfugiés éthiopiens arrivés au Soudan. On a vu aussi que des bombardements ont visé Asmara, hein, l'éternel rival ou bien on peut dire l'ancienne rivale d'Éthiopie, qui est aujourd'hui devenue amie. Est-ce qu'on ne risque pas donc un embrasement régional de ce conflit? L'embrasement régional, pour l'instant, est évité grâce notamment à la retenue dont font preuve les autorités érythréennes. En dépit du bombardement de l'aéroport par des tirs de roquettes, l'Érythrée n'a pas réagi. Donc, cette retenue-là est plutôt salutaire pour l'instant. Mais à l'inverse, le Front populaire de libération du Tigré accuse l'Érythrée d'être belligérant pour la simple et bonne raison que l'Érythrée autoriserait en fait le passage de son territoire aux troupes éthiopiennes, c'est une première chose, et surtout les Tigréens accusent l'Érythrée d'être impliquée dans des combats au sol avec notamment des chars. Mais tout cela reste à vérifier puisque aucune preuve n'est venue étayer cela, mais comme vous le voyez, il y a effectivement une volonté de la part des Tigréens d'internationaliser le conflit pour embarrasser Addis Abeba. Et cela pourrait effectivement déboucher sur une intervention de la communauté internationale, en tout cas en termes de diplomatie et de négociation, pour éviter justement que ce conflit ne déborde au-delà des frontières éthiopiennes et érythréennes. Alors, sa venue au pouvoir a été globalement favorablement accueillie dans le pays et au-delà. Et au bout d'à peine d'1 an ou 2 ans, il a donc eu le prix Nobel de la paix. Je parle bien évidemment du Premier ministre Abiy Ahmed, qui est plutôt apparu comme un visage de la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette intransigeance ou bien ce conflit, Abiy Ahmed ne se retrouve pas avec une image écornée?
C'est très compliqué. Vous l'avez dit, il a remporté justement ce prix Nobel parce qu'il a réussi à sceller justement cet accord de paix avec l'Érythrée. Mais il faut bien savoir que, en ce qui le concerne, c'est un véritable test de crédibilité, non seulement vis-à-vis de ses concitoyens, mais aussi vis-à-vis de la communauté internationale. Il a fait montre de fermeté en essayant de ramener à la raison une région aujourd'hui qui semble être dans une logique de dissidence. Cela n'est pas facile, cela n'est pas aisé. Il y a de nombreux paramètres dont il faut prendre en considération. Il y a le paramètre régional, le paramètre sous-régional également, qui fait qu'aujourd'hui, il est dans une situation relativement délicate, mais il est obligé de faire montre de fermeté parce qu'il y va de sa crédibilité. Si il cède trop rapidement, notamment à une médiation ou à des négociations, alors que pour l'instant le conflit semble s'intensifier, il perdra la face et par conséquent, politiquement parlant, il sera en difficulté. Donc il est obligé d'adopter cette posture, je ne dirais pas jusqu'au boutiste, mais ferme, pour bien montrer que la restauration de l'état de droit et le rétablissement de l'autorité de l'État dans toutes les régions éthiopiennes restent sa priorité. Excellent. Peut-être une dernière question pour Abiy Ahmed. Je pense que le prix Nobel de la paix, toujours, le comité pour le Nobel s'est inquiété et appelé au calme. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à lui retirer cette consécration ou cette distinction, sachant que peut-être ce conflit lui est imposé aujourd'hui. Non. Il faut savoir que lorsqu'on vous décerne le prix Nobel, c'est pour un moment très particulier de l'histoire de votre pays ou de votre histoire tout court. Donc les gens ne viendront jamais vous l'enlever. Vous avez beaucoup de Nobel de la paix qui ont reçu ce prix et qui par la suite ont effectivement été obligés de restaurer l'autorité. On a aussi en souvenir que Menahem Begin, l'ancien premier ministre israélien qui avait eu le prix Nobel en 78 avec Anwar el-Sadat, avait un passé d'activiste même très violent. Ça ne l'a pas empêché d'avoir le prix Nobel. Donc ça peut aller dans les deux sens. Je dirais qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. C'est vraiment à un moment très particulier que ce prix est décerné, mais ce sera évidemment à l'opinion publique et aux historiens de juger si, au final, la personne pouvait s'en montrer digne ou pas. Une dernière question, Arine Zouzi. Comme je le disais, l'Éthiopie nous avait habitués à des taux de croissance. L'Éthiopie s'est plutôt distinguée ces dernières années par ses réalisations et ses performances économiques. Est-ce que ce n'est pas un coup de frein, finalement, à cet élan ? Bon, c'est un peu prématuré pour l'avancée. Le pays est effectivement aujourd'hui dans une situation extrêmement délicate avec ce conflit. Il y a à espérer en tout cas que les esprits se ressaisiront, mais il faut savoir que dans le cas d'espèce, malheureusement, les deux parties sont dans une logique qui est plutôt de durcir le ton. D'un côté, vous avez une volonté de réaffirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble des régions, et de l'autre côté, vous avez une minorité qui estime avoir été lésée par les multiples réformes qui ont été engagées depuis maintenant 2 ans et qui l'ont écarté progressivement, je dirais, des cercles décisionnels. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre tout cela pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire une Éthiopie qui véritablement aujourd'hui bat des records en termes de croissance, qui est citée en modèle en termes de développement, et ce serait vraiment dommage qu'effectivement que cet élan soit brisé à cause de ce conflit. Merci beaucoup, Arine Zouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique et producteur associé du JT Diplomatique. Vous étiez avec nous en direct depuis Kinshasa. Merci de nous avoir aidé à comprendre le conflit dans le Tigré, en Éthiopie. On espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup à nos téléchers, notre public de Médian TV. J'espère qu'avec nous, vous avez réussi à mieux comprendre les tenants et les aboutissants donc, de ce conflit dans le Tigré, déclenché depuis le 4 novembre dernier. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Médian TV.